Bonjour, je m'appelle Mathilde Rouxel, je suis doctorante en 6e année en études cinématographiques à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et je travaille sur la représentation des peuples en lutte dans le cinéma des femmes en Égypte, en Tunisie et au Liban depuis 1967. Et j'interviens dans le cadre de ce colloque organisé par les Jaseuses avec une communication intitulée «Les femmes, moteurs des peuples en lutte, de la représentation des femmes dans les cinémas des femmes en Tunisie, en Égypte et au Liban». Et je démarre mon étude en 1967. Alors cette date est importante évidemment pour l'histoire arabe, puisque c'est la date qui marque la défaite des armées arabes contre l'État d'Israël, qui marque également la défaite, la perte des territoires du Sinaï en Égypte, du Golan syrien et d'une grande partie de la Cisjordanie au profit d'Israël qui s'installe sur ces terres, qui renverse complètement le rapport de force entre Arabes et Israéliens, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve aujourd'hui dans une telle situation entre Israël, la Palestine et de manière générale les peuples arabes, et qui a été une date qui a vraiment bouleversé culturellement la région, et notamment le domaine du cinéma, puisque, et c'est là toute notre thèse, tout l'enjeu de notre thèse, c'est qu'à partir de 67, des femmes apparaissent dans le paysage cinématographique et elles apparaissent particulièrement en Égypte, en Tunisie et au Liban. Elles n'arriveront que bien plus tardivement au Maroc, en Algérie et au Moyen-Orient de manière générale, puisqu'effectivement, on verra un premier film de femmes en Algérie à partir de 78, le film d'Assia Djebar, La Nouba des femmes du Mont Chénois, mais aucune trace de production féminine au Maroc, ailleurs en Algérie, en Jordanie ou en Syrie avant les années 80, alors que vraiment la Tunisie, l'Égypte et le Liban montrent des traces de volonté de création féminine ou aussi de tentatives de production documentaire dès la fin des années 60 et beaucoup plus massivement à partir des années 70. Alors évidemment, notre communication ne va pas s'intéresser uniquement aux images de ces luttes, qui sont quand même généralement, qui prennent le modèle des luttes anti-impérialistes, qui s'imposent aussi comme des possibilités de rendre la parole au peuple, à une époque où justement les régimes politiques commencent à se retirer de cette espèce de grande idée, de cette grande idéologie pan-arabe qui jusque-là dominait parmi les intellectuels et qui, en se retirant du coup, se replie sur un nationalisme qui donnera les dictatures que l'on a connues en Égypte, en Tunisie, et qui mena à 15 ans de guerre civile au Liban, entre 75 et 90. Et donc voilà, c'est dans ces grands mouvements de l'histoire que se placent ces premières productions cinématographiques, et en même temps, elles sont à mon sens à l'origine d'un grand développement qui va jusque dans les années 2010, qui va jusqu'à aujourd'hui, où les femmes ont réussi à maintenir une volonté de créer du cinéma dans la région, un peu en dehors des circuits habituels et un peu en dissidence par rapport non seulement à ce que propose l'industrie, lorsqu'il y a industrie, parce qu'évidemment le cinéma dans ces pays-là a mis beaucoup de temps à se développer et l'industrie a mis beaucoup de temps à se solidifier, mis à part en Égypte où elle s'était construite sur le modèle d'Hollywood très rapidement. Donc les femmes tentent de créer plus ou moins en marge de ces institutions-là et également en décalage parfois avec ceux qui incarnent déjà la dissidence dans le cinéma arabe, c'est-à-dire certains grands réalisateurs qui proposent des films un peu plus proches du peuple, qui proposent des films un peu plus politiques, un peu plus dangereux aussi, et qui évidemment, comme les femmes l'ont été, se soumettent à la censure et souvent peuvent être bannis de leur pays ou en tout cas prennent des risques énormes pour pouvoir défendre leurs idées. Il y a trois grands moments que j'aimerais traiter dans cette communication qui sont finalement qui s'imposent par bloc chronologique et c'est pas moi qui souhaite vraiment découper cette chronologie de cette façon-là, mais c'est l'histoire en fait qui nous permet de créer ces trois grandes familles de cinéma. Un cinéma d'abord beaucoup plus engagé dans les années 70 et 80, un cinéma qui est là pour dénoncer, qui est là pour témoigner et créer une archive aussi pour l'histoire des peuples, qui est vraiment les tout premiers balbutiements d'un cinéma de femmes est un cinéma documentaire, et c'est ce que nous allons analyser. Il s'intéresse énormément à la question de ce que vivent les femmes. Elle cherche vraiment à donner la parole à ces femmes-là, comme pour offrir une image beaucoup plus complète de ces peuples en lutte, qui ne se résument pas et qui ne se limitent pas finalement aux hommes partis sur le front. Et une deuxième période qui couvre plutôt les dernières dictatures, donc les années 90, les années 2000, en tout cas en Égypte et en Tunisie, et puis disons la fin
la fin de la guerre au Liban et les premières années de reconstruction, les 10-15 premières années qui ont suivi des années 90 et la reconstruction du pays, qui ont quand même été des périodes assez violentes et majeures pour l'histoire du pays, qui sont soldées avec l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri en 2005 à Beyrouth, qui marque aussi un peu une espèce de rupture dans la façon de concevoir un peu la société, mais aussi du coup les images au Liban, et qui coïncide avec le développement du numérique, c'est-à-dire une nouvelle manière de pouvoir faire des films, puisque les caméras s'imposent dans les téléphones, tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus facile d'accès, et finalement beaucoup plus démocratique, puisque tout le monde désormais peut faire des films. Et c'est ce qui s'est imposé un peu au Liban petit à petit au début des années 2000, puisqu'on a vu aussi l'émergence de ce nouveau mouvement d'art vidéo qui a donné lieu à des films beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels aussi, puisque généralement la possibilité d'avoir un matériel filmique permet aussi de créer des images de notre quotidien et de créer du coup des documentaires sur le temps long, ce qui était difficilement possible avant puisque la pellicule coûtait très cher. Et ce sont des pratiques qui sont généralisées en Égypte et en Tunisie et qui ont évidemment explosé au moment de des révolutions arabes en 2011, au moment où le peuple tunisien renversait la dictature de Ben Ali et où le peuple égyptien renversait la dictature de Moubarak. Donc ce sont ces trois grands moments de l'histoire du cinéma des femmes que je souhaite réfléchir ici dans cette communication, avec un focus particulier sur les personnages qu'elles ont décidé de suivre, soit en documentaire, soit en fiction, à travers leurs films. Et nous constaterons que de manière très très générale, ce sont souvent des femmes qui sont aux avant-postes de ces luttes qu'elles incarnent par leurs mots, par leurs actions, ou simplement par le symbole qu'elles portent à travers le film tel qu'il est construit. Contrairement au PDF qui sera proposé à côté de cette vidéo, qui est très historique, qui tente de construire un peu aussi les manières dont l'industrie a pu se modeler au fil des années, dont les financements aussi ont pu imposer des directives particulières en fonction des films et en fonction de la production, puisqu'évidemment, qui dit liberté de penser dit aussi de grandes difficultés de production, puisqu'à partir du moment où on critique un régime, où on critique une situation de fait, trouver des financements ou trouver des espaces de diffusion des films devient très compliqué. Donc, parler de cinéma des femmes dans ces pays-là, c'est aussi parler de censure, évidemment, en tout cas jusqu'à très récemment, puisque grâce au numérique et la diffusion sur Internet, les films sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, bien qu'ils soient toujours interdits de diffusion dans certains pays. Et nous tenterons plutôt que de nous recentrer sur cette histoire qui est un peu difficile aussi à narrer, puisqu'on n'a pas non plus beaucoup de temps pour développer ces points-là dans cette vidéo, et on essaie quand même de couvrir 50 ans d'histoire, donc c'est quand même assez imposant. Je préfère présenter quelques images. Alors des images qui sont soit issues de bandes annonces, soit issues de films dont nous avons eu l'accord de diffusion par les ayants droit, puisqu'évidemment il n'est pas question de diffuser des images qui sont sous droit d'auteur dans cette communication. Mais je pense que déjà partir de certaines images de bandes annonces permet en tout cas de resserrer thématiquement un peu notre propos. Et voilà, je vais commencer déjà par essayer d'analyser quelques images des années 70 pour pouvoir ensuite tisser un petit peu ces difficiles moments qui lient le cinéma et la politique, tout en étant à même de retracer aussi ce qui fait la continuité de cette cinématographie, qui est, à notre sens, c'est aussi le sujet de ce colloque de manière générale, la représentation des femmes et l'expression en fait d'une minorité populaire. Dans les années 70, la première vague de films qui survient contre toute attente, puisqu'évidemment les femmes n'avaient pas été conviées dans les premières réunions post-67 pour essayer de construire un nouveau cinéma, même si certains manifestes ont été créés dans des festivals, notamment à Damas ou en Égypte à partir de 68, les femmes se sont imposées d'elles-mêmes contre toute attente, en Égypte, en Tunisie et au Liban de la même façon, pour répondre avec leurs films à des urgences politiques. Elles cherchent par exemple à réécrire une histoire nationale, comme le fait Fatma 75 de
ou pour accompagner des luttes d'indépendance, comme le fait Hein Isrour quand elle part en Oman pour suivre la lutte de libération du peuple d'Ofari, qui s'oppose au sultan omanais qui a continué à tisser des liens très forts avec les Britanniques, notamment concernant l'exploitation du pétrole. Ou évidemment tous ces films qui suivent et soutiennent la révolution palestinienne, enfin les luttes d'indépendance et de libération de la Palestine, au Liban ou en Égypte ou en Syrie. Et d'un autre côté, on a aussi ces cinéastes qui cherchent à montrer que les peuples ne sont pas libres dans les pays qui ont été libérés, de ces révolutions qui ont mené aux indépendances tunisiennes ou égyptiennes. Les femmes, encore une fois, ont été un petit peu marginalisées et c'est ce que tentent de montrer des cinéastes comme Atayat El-Abnoudi en Égypte qui retournent dans les territoires très 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 précaires de l'Égypte, notamment dans le delta du Nil d'où elle est originaire, pour filmer des femmes en train de travailler, des femmes qui ont des choses à dire, qui veulent partager leur expérience. Et c'est aussi le travail de Sophie Felchiou en Tunisie qui, ethnologue de formation, va dans les usines, dans les champs, rendre compte un peu de cette division du travail entre hommes et femmes qui est généralement assez peu équitable. Donc voilà, j'aimerais bien commencer par vous montrer déjà quelques images qui seront très éloquentes à mon sens. On va commencer par voir la bande-annonce de L'heure de la libération a sonné de Hein Isrour qui a été restaurée récemment. Et donc du coup voilà, cette bande-annonce a été réalisée à l'occasion de la ressortie du film. C'est le premier film de femmes, il date de 1974. Hein Isrour est libanaise. L'heure de la libération a sonné traite de l'organisation de la lutte des Dofari en Oman du Sud contre le sultan. Et donc voilà, suit sur 400 km dans le maquis une armée en fait qui s'organise sur des principes marxistes et qui partent du principe qu'on n'aura pas de possibilité de libérer le peuple sans libérer d'abord les femmes. Et ce qu'on constate dans cette bande-annonce, et aussi surtout tout au long de ce film, qui est un long métrage, c'est un long métrage qui a été sélectionné à Cannes en 1974, c'est que les femmes étaient aux avant-postes de la Révolution et elles étaient armées et elles étaient là, très jeunes, à rentrer dans ce système où l'éducation est au premier plan et où l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'éducation, dans la division des tâches quotidiennes pour la communauté, etc., était vraiment la philosophie de base de ces peuples-là, qu'on retrouvera aussi sur les luttes du Front Polisario dans le Sahara occidental, que Jocelyne Saab a filmé. À ce moment-là, Jocelyne Saab, qui est une réalisatrice libanaise, a davantage centré sa filmographie sur la situation beyroutine, puisqu'évidemment, depuis 1975, Beyrouth est en guerre. Et Beyrouth s'effondre sur elle-même. C'est le début d'une guerre qui va durer 15 ans. Jocelyne Saab part dans le Sahara occidental pour filmer la lutte d'un autre peuple en libération, le Polisario, qui s'oppose à la royauté marocaine qui réclame les territoires sur lesquels vivent ces populations nomades et qui du coup nient leur identité, nient leur culture et surtout prennent leurs ressources, puisqu'évidemment ce sont des territoires qui ont de riches ressources en phosphate et en poisson. Et Jocelyne Saab, pour ouvrir son film, commence par une quinzaine de plans de femmes, comme pour montrer qu'à la base de toute négociation, à la base de toute lutte et à la base de tout combat pour une libération, les femmes sont là pour tenir le camp, les femmes sont là aussi pour permettre l'éducation et pour rendre possible aussi la lutte armée et la résistance. Cette idée que les femmes sont à la base sur les premières conditions de possibilité des luttes, finalement, en étant à l'arrière, en construisant la communauté, en maintenant aussi l'unité entre le front et l'arrière, qui permet aussi d'éduquer les enfants qui plus tard seront aussi des combattants. Le film de Nabiha Lotfi, Parce que les racines ne meurent jamais, est à ce titre, encore une fois, très très explicite. C'est un film de 1976. C'est à nouveau un des premiers films réalisés par une femme dans la région. On dit que Nabiha Lotfi est la première réalisatrice femme libanaise. Elle a vécu en Égypte toute sa vie, mais elle avait quand même encore des grands liens avec l'OLP. Et c'est l'OLP qui, à la base, avait commandé ce film, qui devait rendre compte de l'organisation des femmes dans le camp de Tel Zat, dans une banlieue nord-est de Beyrouth.
Et elle avait suivi comme ça pendant quelques mois ces femmes dans leurs tâches quotidiennes, dans l'organisation du camp, etc. Et qui parlaient de la lutte. Et elle avait entretenu de très bonnes relations avec ces femmes-là, jusqu'au moment où, en août 76, des forces miliciennes chrétiennes entrent dans le camp et organisent un massacre sans nom, en tuant plus de 2000 à 3000 personnes. Et donc, du coup, surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, puisque c'est eux qui restent au camp, les autres étant au front. Et donc finalement, le film de Nabihah Lotfi, plutôt que de devenir un film sur l'organisation par les femmes du camp, devient un film sur qu'est-ce qui reste de tout ça. C'est un film absolument magnifique, c'est un film poignant, qui interroge du coup le point de vue des femmes qui sont là, des femmes qui ont survécu, qui doivent réorganiser maintenant aussi la vie du camp pour ne pas perdre, qui doivent faire avec ce qui reste, et qui du coup aussi rendent encore à nouveau possible de la continuation de la résistance, puisque non, le camp va rester et le camp encore aujourd'hui existe. Voilà, donc on voit en fait qu'à travers ce type de cinéma, la volonté de changer un petit peu l'axe de la façon dont on perçoit les luttes, puisque les luttes finalement, évidemment, il y a le front, mais il y a aussi des gens qui travaillent derrière pour rendre possible l'écriture de cette histoire du front aussi, et ce sont ces femmes-là que filment des femmes et que personne d'autre ne filme jusque-là. C'est la même chose quand on questionne un peu les urgences sociales, donc le film d'Ataya de la Midi que j'ai évoqué tout à l'heure, Le Rêve permis, qui est un film qui date un peu tardif, qui date de 1980-86, dans lequel Ataya de la Midi vient interroger une femme du Delta sur sa vie, son histoire, et qui en fait par là nous montre que بنروح الاجازات مش عارفه les campagnes, et qu'il y a encore des gens qui vivent dans une misère absolue. من نفسيتي انا Et que les gens وروح ne sont pas libres en fait finalement, parce qu'ils sont en tout cas victimes اخدها ازاي et الاجازات prisonniers de leurs conditions. C'est un peu la même chose que cherche à faire Sophie Felchiou quand elle va dans les campagnes en Tunisie, et qu'elle montre les ménagères de l'agriculture dans son film du même nom, qui se retrouvent à devoir travailler au champ et doubler ce travail des champs avec un travail dit domestique, et qui n'est donc pas considéré comme le travail des champs, c'est-à-dire qu'elles doivent récolter les olives, mais après elles doivent aussi les laver et les trier, ceci étant considéré comme du travail domestique, et n'étant pas du coup compté comme du travail au champ, et qui en fait finalement travaillent 2 fois plus que les hommes, parce que les hommes ne se chargent que de la cueillette et de la vente des olives. Dans ces dynamiques-là, on comprend aussi que les grands discours sur la libération des femmes, qui sont notamment des grands discours de propagande aussi de la politique de Bourguiba, ne sont pas acceptés aussi par tout le monde et méritent d'être étudiés de plus près, parce que finalement, dès qu'on s'approche un peu de la réalité des choses, on voit que tout se fracture. Et les cinéastes de fiction aussi ont essayé de démontrer ça dès le début. Une cinéaste tunisienne, Neja Ben Mabrouk, qui vient elle aussi de la campagne tunisienne, tente dans son film La Trace, qui sort très tard parce qu'elle a eu des problèmes de production, il sort en 86, de démontrer que non, si on vient de la campagne, les traditions restant très fortes, on n'a pas vraiment accès à l'éducation comme le prétend un peu la politique et les grands discours qui viennent de Tunis. Et d'ailleurs, ce choix de faire un film sur cette condition-là est très rapidement poussé aussi par des instituts qui financent les films arabes. Il y a peu de films, l'industrie en Tunisie par exemple ou au Liban n'est quasiment inexistante en fait, et dépend du coup énormément des fonds d'aide qui viennent de l'extérieur, et particulièrement du Fonds Sud créé par Jack Lang en 84, qui permet aux films partiellement francophones ou même des films du cinéma du monde d'obtenir des financements pour produire des films qui du coup aussi plaisent, sortiront dans les salles françaises et plaisent en fait aussi à un public français. C'est un peu ambigu, c'est un mouvement qui démarre dans les années 80 et qui marque un peu la deuxième phase dont je parlais, c'est la deuxième phase chronologique de cette distinction dans le développement du cinéma des femmes dans la région, puisque si la lutte est écrasée par les dictatures qui s'imposent en Tunisie, en Égypte, ou la guerre qui a tout, enfin voilà, qui a rendu quasiment impossible l'industrie cinématographique au Liban, on assiste là à un effondrement total de toute possibilité d'engagement documentaire, en tout cas de ces femmes-là dans leurs films. Donc quand elles font du documentaire, finalement elles le font pour la télévision, parce que évidemment les années 90 c'est l'âge d'or de la télévision, il y a beaucoup d'argent, il y a une facilité incroyable de trouver des financements, donc beaucoup de femmes font des films pour la télévision, des films de patrimoine généralement,
ou des films sur des questions qui sont beaucoup moins politiques, parce qu'on a besoin parce que la politique n'a pas sa place là-bas, à la télévision, où on voit aussi le développement d'un cinéma de fiction, mais un cinéma qui certes met toujours en cause la question de la situation de la femme, et on dit bien de la femme et non pas des femmes, puisque c'est quand même un peu aussi une question de politique entre le Nord et le Sud, puisque les films sont généralement financés par la France, et tente de dénoncer aussi un peu les travers des sociétés orientales dans ce qu'on les condamne de machisme. Et on a une liste incroyable de films qui sortent réalisés par des femmes dans les années 90 et 2000 en Tunisie, en Égypte et au Liban, qui mettent au cœur de leur sujet une femme généralement, soit une femme forte qu'on tente de briser, ou alors une femme faible qui va réussir à s'émanciper. Et donc voilà, ces années-là, même si ces films de fiction se prétendent engagés ou s'imposent comme des films engagés, ils sont présentés souvent dans la presse aussi internationale comme des films engagés, ils ne représentent pas vraiment ce que souhaiteraient voir dénoncer les intellectuels de la société, notamment tunisienne ou libanaise, puisque pour eux, ce qui est dénoncé dans ces films-là, c'est souvent aussi des situations assez bourgeoises, puisqu'on est dans certains milieux, des milieux généralement assez aisés dans les films. Dans Satin Rouge, par exemple, même si on n'est pas dans un milieu très aisé, on est dans un milieu, on n'est pas dans la campagne, on est quand même à Tunis, etc. Donc c'est des films qui doivent faire face à beaucoup de critiques dans leur pays, mais qui plaisent énormément à l'étranger, notamment aux Européens. C'est-à-dire que du coup, on peut pas non plus y voir un engagement incroyable. C'est pas des films qui prennent des risques. Ce ne sont plus des films qui prennent des risques. Ce sont des films qui finalement juste proposent des histoires qui plaisent, qui certes dénoncent un état de fait et notamment dénoncent la situation des femmes dans ces pays-là, mais qui ne cherchent pas non plus à proposer d'autres solutions ou qui ne cherchent pas à s'adresser directement au peuple qu'ils tentent de figurer. Donc, ces années 90-2000 sont des années qui sont à la fois beaucoup moins propices au développement du documentaire engagé, mais qui aussi créent un peu une norme dans la création de fiction qui existe encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, voilà, les personnages féminins sont encore très souvent au cœur de beaucoup d'une cinématographie maghrébine, notamment, mais arabe de manière générale. Et donc, on va se dessiner aussi un peu une espèce de consensus avec l'idée que les femmes en soi sont un sujet engagé et qui permet un peu de se désengager des grandes opinions politiques qui jusque-là dominaient, enfin qui jusqu'à la fin des années 80 en tout cas ont dominé le cinéma. Le paradigme change au moment où les caméras s'allègent, ou surtout les caméras deviennent beaucoup plus démocratiques. Où elles s'imposent au quotidien, puisqu'elles s'imposent dans nos téléphones, elles s'imposent sur des petites caméras vidéo très facilement transportables et très abordables surtout. Et à la fin des années 2000 et surtout dans les années 2010, on va voir un nouveau type de cinéma émerger. Et c'est un cinéma beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, qui toujours finalement tourne autour du sujet des femmes, lorsqu'il s'agit d'un cinéma féminin, puisque les femmes tentent de filmer leur vie, comme dans par exemple Défense d'aimer de Maher Hassami, l'égyptienne Maher Hassami, qu'elle sort en 2012, où on voit que vraiment en filmant sa condition, aussi bourgeoise soit-elle, elle peut dénoncer aussi un état de fait en Égypte qui est qu'il est encore difficile de croire au mariage mixte à une époque où pourtant on pourrait imaginer que l'Égypte, dans les milieux bourgeois, serait beaucoup plus ouverte et beaucoup moins traditionnelle. Cette espèce de crainte de parler de l'autre s'impose partout. Elle s'impose en Tunisie, elle s'impose en Égypte, elle s'impose au Liban, mais comme elle s'impose en fait dans le monde entier, comme s'il était difficile aussi de parler d'autre chose que de soi, parce que les images jusque-là, et particulièrement dans les années 90-2000, ont beaucoup trahi, et ont beaucoup trahi les peuples. C'est-à-dire que dans les images qui ont été faites pendant la révolution tunisienne et égyptienne, ou en 2005 dans les grandes manifestations au Liban, qui ont conduit au départ des forces d'occupation syriennes après l'assassinat du Premier ministre, on voit des films qui préfèrent donner l'opinion de celui qui porte le film plutôt que de créer de l'opinion à partir de personnages qu'on pourrait suivre une demi-journée et à partir de quoi on pourrait créer voilà, une nouvelle image de l'Égypte de demain ou une nouvelle image du Liban. Ces cinéastes-là préfèrent filmer leurs amis. C'est le cas de Vulnérable, par exemple, de Ren Mitri, qui est vraiment
cherche à exprimer la douleur de qu'est-ce que c'est que d'être libanais dans un monde, dans un Liban complètement effondré sur lui-même et qui a du mal à se reconstruire. Mais c'est aussi le sujet de beaucoup de films de fiction aussi, hein, mais surtout documentaires, qui émergent après la fin des années 2000. Ils interrogent leur famille, ils interrogent leur grand-mère, comme Nurhan, Rêve d'enfant de Mike Hassem, et ils préfèrent s'intéresser aux gens dont ils sont proches et dont ils ne cherchent pas à trahir la parole plutôt que de choisir des sujets externes qui les risqueraient de trahir. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'au moment où la nécessité de se détacher de soi intervient et où on a envie quand même d'essayer de rendre compte de sujets qui sont assez loin de nous, ce sont des documentaires qui sont vraiment dans la longueur. C'est-à-dire que les femmes partent filmer pendant 3, 4, 5, 6 ans leurs sujets qui est loin d'eux. Mais au bout d'un moment, la relation établie est tellement forte que ça devient à nouveau un film sur des gens très proches. C'est le cas par exemple de Raïeb de Nadine Salib, l'égyptienne Nadine Salib, un film qui sort en 2015 et qui suit une femme stérile en Haute-Égypte qui cherche envers et contre tout à avoir un enfant. C'est le cas aussi du film de Kaussar Ben Hania, la Tunisienne, Zainab n'aime pas la neige, qui suit l'évolution d'une petite fille qui doit quitter la Tunisie pour le Canada parce que sa mère s'est remariée et qui suit du coup le chemin d'un exil en fait pour une jeune enfant. Elle le suit sur 6 ans quand même. Donc ça permet d'avoir aussi une relation très forte avec ces personnages. Ce sont toujours des femmes, hein, comme vous le constaterez. Ou c'est aussi le cas du film de Rim Saleh, All Comes Around, qui est un film qui a été réalisé dans la banlieue du Caire, dans la famille, dans le village du quartier du Caire, duquel était originaire la mère de la réalisatrice, et dans lequel elle suit particulièrement 2 femmes qui ont créé une communauté pour essayer de permettre à tout le quartier de vivre correctement. Ils récupèrent de l'argent et ils font en fait une espèce de banque privée pour permettre aux uns et aux autres d'organiser les mariages, d'ouvrir une boutique, etc., pour que la communauté puisse s'en sortir malgré son extrême précarité. Donc voilà, on peut voir qu'avec les révolutions de 2011, tout ça a été poussé en avant, évidemment, de façon absolument hallucinante, puisque le monde entier a tourné ses yeux vers cette région qui était un peu oubliée. Il y a eu des financements, évidemment, pour terminer les films, pour faire tourner les films. Donc les films se sont multipliés, et notamment aussi sur la question de la révolution. Ce qui est intéressant à nouveau, c'est que quand les femmes se sont intéressées à la révolution, elles ne se sont pas intéressées vraiment aux grandes figures de la révolution. Le film de Hind N'Djamra qui s'appelle C'était mieux demain, qui est sorti en 2012, est à ce titre très éloquent puisqu'elle suit dans son film non pas des gens qui manifestent, mais une dame qui est complètement marginalisée de la société, qui n'a pas de logement, et qui a à sa charge son fils qui est handicapé, et que les centres ne veulent plus prendre, et dehors il y a la révolution, tout le monde est en train de manifester, et pendant ce temps-là, cette dame qui n'a rien entre dans les appartements et les squatte, parce que de toute façon, elle peut aller nulle part. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est cette capacité à toujours essayer de regarder à la marge de la marge et regarder surtout comment les femmes s'en sortent dans cette marge-là. Et ça, c'est une continuité qu'on voit à travers tout le cinéma des femmes, même dans les périodes de dictature, finalement, elles tentent de s'imposer un peu différemment, évidemment, en mettant en scène des personnages féminins qui viennent des allégories de films de fiction qui sont contestables, certes, par leur contenu, mais qui quand même permettent de voir aussi que le problème n'est toujours pas résolu. Et dans cette façon de tisser des allers-retours entre la société et le sort des femmes, ces femmes permettent d'ouvrir un peu aussi les idées qu'on a de ces peuples nationaux à d'autres idées, à d'autres images de peuples plus en marge qui finalement définissent aussi ce qui est le populaire, ce qui est aussi à la base de toutes les grandes révoltes. Et c'est ainsi qu'on peut dire aussi que ces images-là, non seulement font archive et sont très importantes pour les historiens, pour essayer de construire aussi une histoire de ces grands mouvements sociaux qui ont traversé le monde arabe, de ces grandes sociétés aussi qui ont été écrouées par la dictature, mais aussi peut-être d'une société de demain, puisque en regardant un peu ces marges-là, en regardant un peu ces gens qu'on oublie, ces gens qu'on écarte et qu'on efface de la grande histoire, on peut, en écrivant des petites histoires, essayer de rééquilibrer aussi l'histoire des vainqueurs et celle des vaincus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que la documentation que je livrerai à côté de cette vidéo vous sera utile. Je propose aussi une petite bibliographie
Et en tout cas, je suis à la disposition de tout le monde si vous voulez en savoir plus sur certains films ou si vous voulez développer encore cette discussion. Merci beaucoup.